T'as fini? Pas fini encore. Bon. Et parle beaucoup. Vous pouvez utiliser les micros sans fil et avec fil, c'est comme vous voulez. Hein. Et vous pouvez commencer. Bon. Si vous voulez bien prendre place. Donc notre Odyssée Cézanne se parcourt, on accompagne Cézanne, on l'a accompagné en Allemagne, on l'a accompagné au Japon, on l'a accompagné en Angleterre, on l'a accompagné aux États-Unis. Ce matin, ça a été beaucoup plus en France, encore quelques Vasarely, ça nous renvoyait aussi à la Hongrie. Et puis on y retournera dimanche matin quand il y aura l'intervention encore de M. Blisten et de Judith Guesco, mais là au centre Vasarely qui continue notre colloque. Cet après-midi, notre Odyssée nous conduit non plus dans un terrain géographique donné, même si ces textes et les gens dont on parle sont d'un pays donné évidemment, mais c'est le pays des lettres, le pays de la philosophie, le pays de la poésie et le pays de la littérature. Donc on a 4 interventions, une ne vous sera communiquée que plus tard parce que Madame Sarah Brunel a été touchée par le Covid et ne peut pas venir nous donner sa prestation sur Maldinet. Mais nous allons commencer tout de suite avec Adrien France-Lanor. Voilà, alors Adrien France-Lanor, il est professeur agrégé de philosophie, professeur de philosophie en Cagne-Hippocagne à Rouen, au lycée Jeanne d'Arc, si je ne me trompe pas. On s'est connu une première fois parce que d'abord il a remercié la Société Cézanne d'exister, de mettre à sa disposition dans un site qui s'appelle Société Paul Cézanne beaucoup d'informations qu'il a utilisées dans un livre. Et j'ai trouvé que c'était gentil qu'on ne soit oublié dans ces travaux que nous faisons avec François Chetteville pour ce site. Du coup, on s'est rencontrés. C'était un livre qui s'appelait Les chemins de Cézanne et Heidegger, chemins de couleur et de peinture. Chemin de parole et de peinture et de couleur. Et comme dans ma jeunesse, j'ai fait un petit peu de philosophie, que j'ai lu L'être et le temps de Heidegger et Lettres sur l'humanisme et d'autres textes, je veux dire, c'était une occasion privilégiée de faire connaissance et puis il connaît très bien un poète qui est Dominique Fourcade. Bon, on a comme ça des échanges et des... Voilà, donc je l'ai sollicité déjà pour qu'il nous parle dans le livre qui est disponible, qui s'appelle Cézanne les Lauves, avec Dégoupiller la Sainte Victoire, un titre un peu, pas provocateur, mais... Explosif et plein d'ébullition, un texte qui est donc publié. Et cet après-midi, je laisse à Adrien le soin de présenter lui-même son titre, parce que son titre a un côté un petit peu inattendu. Pour une philosophie de la couleur, Heidegger est le très harmoniste. Très harmoniste. C'est le très harmoniste qui me laissait un peu en attente de ce que nous allons entendre. En vrai, comme Cézanne, voilà. J'ai rien inventé. Hein, donc. Adrien, à toi la parole. Alors, merci beaucoup, Denis. Merci pour ton invitation. Merci d'être là. Merci à la Société Paul Cézanne d'exister, voilà, pour tout le travail. Et je suis très, très heureux d'être là. Je vais vous présenter un propos qui a l'air achevé. En fait, il a été achevé, mais je l'ai inachevé pour ne pas déborder dans le temps imparti. Et il se trouve, j'y pensais en entendant Bernard Blisten ce matin, j'ai enlevé notamment les pages sur l'inachèvement. Donc, et sur... bon, voilà, c'est... Et une page et demie sur l'inachèvement et le tableau de la Philips qui... Tout à fait. L'inachèvement, l'achèvement de l'inachèvement, c'est exactement. Donc ça a l'air achevé, mais ça ne l'est pas. Et voilà. Profitant de sa présence en 1968 au Thor, où furent organisés des séminaires à l'invitation de René Char, Martin Heidegger revient à Aix-en-Provence le mardi 3 septembre. Il visite avec ébranlement l'atelier des Lauves et se rend à Bibémus. Voilà. L'historien d'art Heinrich Wigand Petzet rapporte ceci dans son livre de souvenirs sur le philosophe. Je cite, « Il y a une photographie de Heidegger qui le montre assis devant la vue de la Sainte Victoire. » Et Petzet cite François Fédier qui était présent et qui a pris la photo. Je cite donc Fédier, « Il demeurait en silence, face à Sainte Victoire, regardant la montagne. Il restait longtemps assis comme ça. Combien de temps, je ne pourrais pas le dire.
Ce temps-là n'est pas mesurable. J'aime énormément la configuration de mon pays, a dit Cézanne. C'est cette configuration que Heidegger percevait, ce qui est très difficile à faire, car en elle s'abrite l'unité inapparente du monde, son cœur intime, l'être même. Fin de citation. Ce moment de recueillement de Heidegger à Bibémus et les photos prises par François Fédier font partie des temps forts de la relation de Heidegger à Cézanne, dont il nous faut retracer brièvement les 3 autres étapes pour en interroger les enjeux. Tout commence par les œuvres de Cézanne, que Heidegger découvre au milieu des années 50, essentiellement à Bâle, non loin de Fribourg, au Kunstmuseum et chez Ernst Beyeler, dont il a fait la connaissance grâce à son ami Heinrich Wigand Petzet. Cette rencontre des œuvres s'accompagne de la lecture des lettres de Rilke sur Cézanne, qui étaient alors inédites, mais dont Clara Rilke venait justement de confier la publication à Petzet. C'est donc mu par l'expérience des œuvres qu'à partir de 1956, Heidegger se rend 3 années consécutives à Aix-en-Provence, désireux d'approfondir sa relation à Cézanne. Il est conscient que son intelligence des œuvres exige d'explorer sur le lieu même de la peinture le rapport entre les tableaux et la phénoménalité de leur site. Les choses se nouent alors pour de bon entre le philosophe phénoménologue et le peintre intégralement phénoménaliste, selon le mot de T.J. Clark. En 1956, Heidegger visite l'exposition pour commémorer le 50e de la mort de Cézanne au pavillon de Vendôme et fait la connaissance d'André Masson sur la route du Tolonnais. De retour chez lui, il écrit le 20 septembre 1956 à Jean Beaufray, qui lui a fait découvrir le pays de Cézanne. Je cite Heidegger, « Plus souvent que vous ne pouvez le penser, je suis, depuis ce voyage, plongé dans un dialogue silencieux à 2 voix avec Cézanne et son paysage, et sa montagne. » En 1957, Heidegger cite à plusieurs reprises dans les conférences de Fribourg Cézanne. C'est l'année de la publication chez Rowohlt du livre Über die Kunst, reprenant les entretiens et les lettres avec Gasquet. Il écrit à Jean Beaufray le 21 août 1957. Cet été, je lis fréquemment les entretiens de Cézanne avec Gasquet, mais en allemand seulement. C'est à cette occasion que s'est à nouveau éveillé en moi le désir d'un séjour à Aix. J'attends de nombreuses impulsions pour mon travail, du paysage de là-bas et des conversations que nous partageons. En 1958, Heidegger est invité le 20 mars à la faculté des lettres d'Aix-en-Provence. Avant de prononcer la conférence Hegel et les Grecs, il fait une déclaration qui commence ainsi, qui est publiée sous le titre Déclaration d'amour dans le tome allemand. Pourquoi parlais-je ici à Aix-en-Provence ? J'aime la douceur de ce pays et de ses villages. J'aime la rigueur de ses monts. J'aime l'harmonie des deux. J'aime Aix, Bibémus, la montagne Sainte-Victoire. J'ai trouvé ici le chemin de Paul Cézanne, auquel, du début jusqu'à sa fin, mon propre chemin de pensée correspond d'une certaine manière. En plus de la phrase saisissante sur la correspondance entre le chemin de pensée de Heidegger et le chemin de Paul Cézanne, me frappe ici la présence du mot « harmonie » et la manière dont il met en tension les éléments du pays de Cézanne, pays dont il a dit en 1957 qu'il en attendait de nombreuses impulsions pour son propre travail et au sujet duquel il fit encore cette déclaration de retour de l'un des 3 séjours à Aix. Je cite « Ces journées passées dans le pays de Cézanne valent autant qu'une bibliothèque tout entière de livres de philosophie. Si seulement quelqu'un était capable de penser de manière aussi immédiate que Cézanne peignait. » Heidegger est venu à Aix et revenu à Aix pour creuser le sens de son dialogue pensif avec Cézanne et son pays. Est en jeu une méditation sur l'harmonie nouvelle qui émane de la manière immédiate que Cézanne a de peindre. C'est à travers ces questions picturales autant que philosophiques de l'harmonie et de l'immédiateté, c'est-à-dire de l'absence de médiation, que la relation de Heidegger à Cézanne se poursuit et se parachève dans les années 70,
au cours desquels Heidegger rédige au moins 3 versions d'un texte intitulé Cézanne. À travers l'évocation du chemin des Lauves, de la figure du vieux jardinier Vallier, de la montagne Sainte-Victoire et de la réalisation, c'est un texte difficile, très ramassé, dont il y a plusieurs versions plus ou moins longues, affranchi de la discursivité philosophique traditionnelle et fait d'ellipses syntaxiques, un peu à la manière de la juxtaposition des touches cézanniennes dans l'œuvre tardive de Cézanne. S'inscrivant dans un dialogue entre figuré et pensée, Bilden und Denken, Heidegger tente d'y recueillir, moins d'1 an avant sa mort, une formulation ultime du cœur de sa pensée. On peut quand même s'étonner qu'un philosophe trouve, dans le dialogue avec un peintre, le lieu essentiel de sa pensée, a fortiori si on considère la disgrâce métaphysique de l'image depuis la naissance platonicienne de la philosophie. Au sommet de l'ascension métaphysique vers l'idée de beau, à la fin du discours de Diotime dans le banquet, il est question, je cite Platon, de voir le beau en lui-même, séparé, pur, sans mélange, non souillé de chairs humaines ni de couleurs, ou de toutes les autres mortelles vanités. Fin de citation. Souillures sensibles sont les couleurs qui, par de leur essentielle multiplicité, les images, qui sont quant à elles éloignées au 3e degré de la vérité, de l'idée, c'est-à-dire pour Platon, je le cite, de l'être, qui ne cesse étantement d'être, sans couleur, sans forme, sans phénoménalité. Sans couleur et sans phénoménalité, aphanes en grec, au sens de la visibilité sensible et la détermination platonicienne de l'être. Heidegger, à l'inverse, est phénoménologue. Et ce n'est pas l'opposition du sensible et de l'intelligible qui régit la manière dont il appréhende la question de l'être et de la présence. Après la mise en crise de la dualité métaphysique de la pensée platonicienne par Nietzsche à la fin du XIXe siècle, la phénoménologie a ouvert, comme dit Merleau-Ponty, un nouvel espace. Je cite Merleau-Ponty, où Searle et Heidegger nous apportent justement ce que nous cherchions, une philosophie élargie, une analyse sans préjugés des phénomènes, c'est-à-dire au milieu, c'est-à-dire du milieu dans lequel se déroule notre vie concrète. Pratiquement, on pourrait dire une analyse immédiate des phénomènes. En partant de l'expérience du fait que l'être humain est essentiellement être au monde, la phénoménologie de Heidegger se tourne vers les choses telles qu'elles nous apparaissent, avec toutes les harmoniques multiples et variées de leur phénoménalité concrète et incarnée. Ainsi, par exemple, d'une assiette de cerises début juin dernier dans ma cuisine. La modulation de rouge qui en émane n'est pas du sensible que mon corps percevrait par l'entremise des organes visuels. Ça, c'est la tradition métaphysique. Mais c'est une certaine chaleur qui annonce le printemps dans sa pleine maturité et bientôt les fruits de l'été. C'est une tonalité qui réveille en moi le souvenir heureux de cueillettes dans le jardin de mes grands-parents. C'est une carnation qui promet la jouissance juteuse du fruit dans ma bouche. C'est aussi un certain murmure de rouge orangé qui rallume en moi l'émotion intense du rougeoiement des braises aquarellées que sont les cerises dans la feuille de Cézanne, tasses et plats de cerises exposés en permanence à la Fondation Magnani Rocca, près de Parme, où j'étais l'année dernière. Et dans le même registre, cette assiette de cerises début juin dernier dans ma cuisine, c'est enfin ce qui avivait en moi le désir de voir, après tant d'années d'attente, nature morte au plat de cerises, venue de Los Angeles à Aix pour l'exposition qui nous rassemble ici. Ainsi, du point de vue phénoménologique de Heidegger, l'assiette de cerises début juin dernier dans ma cuisine est moins une perception sensible qu'une architecture de signification, faite de registres divers où se mêlent la vue, le désir, la connaissance, le souvenir, des émotions, des temporalités, des êtres chers, des œuvres d'art, sans parler de la propension spécifique du rouge à nous toucher directement au cœur,
qui confère aux œuvres de Cézanne avec cerise, pastèque ou gilet rouge une charge humaine et affective particulière. En s'ouvrant ainsi, à partir de notre présence concrète au monde, à la manière dont nous parle le rouge des cerises, la philosophie s'élargit, en effet, et fait craquer de toutes parts l'opposition métaphysique du sensible et de l'intelligible. C'est lorsque Heidegger prend vraiment conscience que sa pensée s'inscrit dans l'horizon du dépassement de la métaphysique, que l'œuvre d'art fait thématiquement irruption dans sa pensée avec le texte de 1935, L'origine de l'œuvre d'art. Quand il rencontre l'œuvre de Cézanne, environ 20 ans après l'écriture de ce texte, Heidegger interroge à nouveau l'apparaître et la phénoménalité singulière de l'œuvre d'art. Que ce soit des cerises ou, comme dit Heidegger, la figure du vieux jardinier Vallier qui avait soin de l'inapparent sur le chemin des Lauves. Cézanne ne peint pas simplement des choses ou des êtres, ici présents, mais leur entrée en présence, leur phénoménalité vibratoire et vivante. Je cite un extrait du texte Cézanne. Bon, je vous concède, là, à la volée, ce n'est pas facile. Hein. Donc, préparez-vous. Ce que Cézanne nomme la réalisation, c'est l'apparaître même de ce qui est présent dans la déclosion de la présence. Et ce, d'une manière telle, on n'est pas au bout là, et ce, d'une manière telle que le dépli des deux, le présent et la présence, se surmonte jusqu'à lui-même dans la simplicité du pur paraître de ces tableaux. Bon, je ne vous laisse pas en plan. Cézanne ne peint pas ce qui apparaît, mais l'apparaître de ce qui apparaît. Il ne peint pas simplement un phénomène, une assiette de cerises, mais la phénoménalité de ce phénomène, riche de toutes les harmoniques vibratoires de son entrée en présence que j'ai évoquées pour moi précédemment. C'est la raison pour laquelle l'image cézannienne donne à ce point l'impression de naître sous nos yeux. C'est là pour Heidegger que se situe le lieu du dialogue, car l'un et l'autre, le phénoménaliste et le phénoménologue, nous font plonger à la source de la phénoménalité de l'être. Selon les termes de Heidegger dans son Cézanne, l'image cézannienne est littéralement configuration, Gestalt, c'est-à-dire figuration, où se rassemble la dualité d'un dépli, Zwiefalt en allemand, c'est-à-dire le phénomène et sa phénoménalité qui s'unifient dans la simplicité d'un seul pli, Einfalt, un peu, en fait, là vous allez comprendre, comme chez un papillon, se déplient les ailes de ce qui ne fait pourtant qu'un. C'est une comparaison qu'Heidegger trouvait parlante. Quand il découvre l'œuvre de Cézanne, Heidegger est saisi, comme l'ont été et le reste ceux qui rencontrent sa peinture, à savoir que Cézanne ne peint rien d'autre que ce qu'il voit, qu'il n'invente rien, alors même qu'il produit des tableaux qui ne sont rien d'autre que des tableaux, c'est-à-dire des œuvres élaborées selon une logique picturale autonome, strictement et purement picturale, nur malerisch, comme dit Fritz Nowotny, qui souligne aussi le Wirklichkeitsfanatismus de Cézanne, son fanatisme de la réalité. Puisse seulement notre monde vivre à la hauteur du chemin de Cézanne et ne pas connaître d'autres fanatismes. Ainsi, pour la première fois, écrit encore Nowotny, je cite Nowotny, c'est à partir des données élémentaires de la vision que semble faite une image picturale dans la peinture de Cézanne. Certes, il y a toujours eu dans l'histoire du développement de l'art des réalisations faites à partir de ces données élémentaires de la vision, mais jamais elles n'ont été si ouvertement mises en évidence à même la réalité de la matière picturale que dans la peinture de Cézanne, et jamais, dit encore Nowotny, comme dans sa peinture, sans relation avec un monde de la pensée qui transcende la réalité, qu'il soit de manière générale religieux ou relevant d'une subjectivité. C'est l'immédiateté, ça, en fait. Reste à savoir comment Cézanne rend perceptible la simplicité du dépli du phénomène et de sa phénoménalité, à savoir comment il peint de manière aussi immédiate. Heidegger, sans recours
à rien de ce qui n'est pas purement pictural et sans relation à une visée littéralement überwirklich, comme dit Novotny, on pourrait dire métaphysique ou méta-réelle, que cette visée soit religieuse ou relevant d'une subjectivité transcendantale, comme la perspective par exemple. En un mot, comment Cézanne parvient-il à la réalisation? Laissons le peintre répondre. Ainsi, du monde, dit Cézanne, du vaste monde. Il faut pour le peindre dans son essence avoir ses yeux de peintre, qui dans la seule couleur voit l'objet, s'en empare, le lie en soi aux autres objets. Cézanne peint de manière immédiate, c'est-à-dire sans la médiation d'un dessin préalable ou d'un système théorique de représentation, la perspective ou toute autre visée métaréelle, comme dit Novotny. C'est par la seule couleur que s'unifie la configuration qu'est le tableau, ce qui veut dire que c'est la couleur qui lie les choses, qu'elle est donc en elle-même, ça a été évoqué ce matin, une logique colorée, comme dit Cézanne, qui parle aussi à Émile Bernard de la logique des sensations colorées. On ne peut pas être ici plus loin de la dualité métaphysique traditionnelle qui oppose d'ordinaire la logique de l'entendement d'un côté, rôle dévolu au dessin, et les sensations corporelles de l'autre, les couleurs. Il y a chez Cézanne une logique de la sensation, qui est picturalement une logique de la couleur et une loi d'harmonie, selon les mots encore de Cézanne. C'est en comprenant le rôle de la couleur chez Cézanne et l'absence de médiation métaphysique de sa peinture que Heidegger reconnaît la correspondance entre leurs chemins respectifs. En tant que phénoménologie et dépassement de la métaphysique, la pensée de Heidegger n'aspire dans son dialogue avec Cézanne à rien d'autre qu'à un élargissement de la philosophie qui aille jusqu'à ce que Novotny nomme très bien une philosophie de la couleur. C'est là que mon propos s'ancre. Je cite Novotny, « Parlons à présent de la couleur et du dessin, les deux éléments de cette structure si neuve. Une philosophie de la couleur qui aurait à démontrer les lois élémentaires de l'effet coloré et surtout la force constitutive de la couleur, donc sa logique si vous voulez, ne pourrait trouver d'objet plus approprié que la science chromatique de Cézanne. » Fin de citation. Une philosophie de la couleur. C'est une locution aussi improbable d'un point de vue métaphysique que logique des sensations colorées, si on considère le point de départ platonicien que nous avons évoqué. Jacqueline Lichtenstein développe admirablement dans La couleur éloquente, je la cite, le rôle difficile que la couleur a toujours été obligée d'assumer dans le conflit permanent que la raison théorique entretient avec l'univers du sensible et le divers de ses formes. Fin de citation. En Europe, l'histoire de la peinture, en particulier l'opposition du dessin et de la couleur, est inséparable du point de départ métaphysique de la pensée depuis les Grecs. Certes, note Lichtenstein au début du livre, depuis Heidegger et Merleau-Ponty, dont il sera question après moi, les choses ont changé et les philosophes parlent aujourd'hui abondamment de peintres et de peinture. Et puis, Maldiné aussi, et d'autres. Dans la troisième version du Cézanne, Heidegger parle du tableau de la montagne Sainte-Victoire comme refuge où se déploie la justesse d'un ajointement permettant que s'articule la simplicité du pli entre l'apparaître et ce qui apparaît. Là, c'est le plus dur. Hein. Une fois que vous passez ça, on redescend le col. C'est bon. Le mot Befugnis est apparenté aux mots Fug et Fügung, qui traduisent en allemand le grec harmonia. L'idée est comme en grec celle d'un bon ajustement, d'un jointoiement, et Befugnis comme aussi harmonia se double d'un sens de justesse et de justice, dans la mesure où quand les choses sont à leur juste place, il leur est permis et loisible de se déployer pleinement. C'est vrai aussi de la chambre d'un enfant, ça, hein, par exemple. Dans les 2 dernières décennies de sa vie, la peinture de Cézanne représente pour Heidegger une des plus hautes possibilités pour notre monde de trouver sa configuration propre. Ni grec,
ni chrétienne et ne relevant plus d'aucune méta-réalité, ni religieuse, ni propre à la subjectivité transcendantale, comme dit Novotny. C'est la réalisation qui est au cœur du dialogue, parce que la réalisation est une phénoménalisation à neuf du visible, picturalement autonome, à partir de l'harmonie chromatique des rapports. C'est une chose dont Rilke parle aussi très bien, ça. Heidegger le savait-il ou non, en plus de l'avoir vu à partir des œuvres, l'harmonie est une question qui revient très souvent dans la bouche de Cézanne, qui en fait le cœur de son travail de peintre, ainsi qu'il le déclare à Léo Larguier. Je cite, « Peindre, ce n'est pas copier servilement l'objectif, c'est saisir une harmonie entre des rapports nombreux, c'est les transposer dans une gamme à soi en les enveloppant, suivant une logique neuve et originale. » Harmonie, logique neuve et originale. L'harmonie est le corrélat de la pensée cézannienne des rapports, c'est-à-dire de la réalisation par la couleur. D'elle provient, dit Cézanne, une logique neuve et originale, en effet, puisque ce n'est pas une logique d'entendement, mais une logique de la sensation à laquelle Cézanne demande qu'on se fie sans intervention de la volonté. C'est pour ça il emploie aussi le verbe harmoniser, en le conjuguant à la forme pronominale. En particulier dans ce propos très célèbre, le dessin et la couleur ne sont point distincts. Au fur et à mesure que l'on peint, on dessine, plus la couleur s'harmonise, plus le dessin se précise. Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. L'harmonie cézannienne jouit donc d'une double autonomie qui en fait une loi d'harmonie, comme dit Cézanne à Émile Bernard, c'est-à-dire une objectivité picturale d'un genre nouveau qui refonde l'aventure de la peinture au XXe siècle. Donc, double autonomie. D'une part, l'harmonie est autonome par rapport au sujet peignant. Elle est indépendante de son entendement et de sa volonté. Je cite Cézanne, « Du rapport exact des tons résulte le modelé. Quand ils sont harmonieusement juxtaposés et qu'ils y sont tous, le tableau se modèle tout seul. » Fin de citation. D'autre part, l'harmonie des rapports de tons est autonome par rapport au sujet peint. Ça a été évoqué ce matin aussi. L'art, dit Cézanne, est une harmonie parallèle à la nature. Les ciels maculés de vert des différentes... Là, elle est un peu fluo. Les ciels maculés de vert des différentes versions de la montagne Sainte-Victoire vue des Lauves nous rappellent assez l'audace de cette autonomie. Regardons la montagne Sainte-Victoire du Kunsthaus de Zurich, que Heidegger a pu voir dans cette ville où il venait régulièrement travailler avec un groupe de psychiatres rassemblés autour de son ami Medarbos. Elle déroge assurément à toutes les conventions qui définissent l'harmonie classique. Avec la franchise brute des juxtapositions et l'agitation des touches de pinceau en tous sens, avec les coulures par endroits et les zones laissées en réserve, les modulations de cette Sainte Victoire contreviennent aussi bien aux critères de l'harmonie théorisée par Alberti qu'aux normes de l'harmonie de l'art grec dans lesquelles Winckelmann voit le principe de la beauté idéale, en particulier chez Winckelmann, l'uniformité, la tranquillité, la proportion. L'âpreté de sa matière picturale coupe court à toute idéalité ou méta-réalité. Hirsute et maculée, cette Sainte Victoire est sans médiation l'intranquillité même. Elle prive notre regard de ses points de repère mimétiques et abolit les conventions culturelles qui entourent habituellement l'idée d'œuvre d'art. D'aucuns verront même, à travers la transgression esthétique de ces peinturlurages, je cite, la propagation d'insanité picturale, responsable du déclin de la patrie et de la trahison du capitaine Dreyfus. Rien que ça. Sans aller jusqu'à ces extrémités d'Henri Rochefort dans un texte antisémite et plein de fiel maurassien, on mesure combien sont sérieuses et pas purement formelles les questions en jeu avec la révolution cézannienne de l'harmonie des rapports. Herbert Marcuse écrit à juste titre dans son dernier essai sur la dimension esthétique, je cite, « C'est dans l'art lui-même
dans la forme esthétique en tant que telle que se trouve le potentiel politique de l'art et sa puissance de subversion de la conscience dominante et de l'expérience ordinaire. En ce sens, poursuit Marcuse, toute œuvre d'art digne de ce nom serait révolutionnaire du fait qu'elle subvertit la perception et la compréhension du monde, qu'elle témoigne contre la réalité établie et dessine l'image extérieure de la libération. Fin de citation. Libérée des conventions classiques et de toute méta-réalité, l'harmonie cézannienne exige d'abord du peintre et du spectateur une confiance et un abandon entier à la vérité de la seule sensation. Alors, dit le peintre, je cite, quand la sensation est dans sa plénitude, elle s'harmonise avec tout l'être. Fin de citation. C'est bien une expérience de l'entièreté qu'il s'agit. C'était là qu'il y avait le passage sur entièreté et inachèvement, que ça peut être entier sans être totalement peint. Et l'écart entre l'entièreté et la totalisation. À la question « Quelle est la couleur que vous préférez ?», Cézanne répond « L'harmonie générale ». Dans l'image cézannienne, la vision d'ensemble précède la vision du détail, mais l'harmonie n'est pas préétablie par une théorie visuelle ou métaphysique comme chez Leibniz, et ne s'obtient pas de manière classique par l'unification et l'équilibre des éléments visibles qui composent le tableau, dans la tradition Winkelmann. Cézanne rétrocède picturalement du visible à la source de la visibilité. Il ne peint pas d'abord des cerises et des pêches qu'il dispose sur une table. Il commence par décomposer analytiquement la visibilité en sensations colorées, qu'il articule ensuite en touches colorées, suivant la loi d'harmonie d'une vision picturale d'ensemble. La réalisation cézannienne est cette capacité de concentrer son regard sur les seules sensations colorantes, jusqu'à laisser les tons s'harmoniser et donner ainsi lieu à l'unisson d'un monde parallèle à la nature, mais répondant de son surgissement. Elle est le propre, cette réalisation cézannienne, du peintre dont la qualité première est d'être un harmoniste, et même très harmoniste, avec un trait d'union, comme l'écrit Cézanne dans la lettre à Émile Bernard du 25 juillet 1904. Je ne sais pas si c'est visible, c'est coupé au milieu là. Peintre trait d'union, harmoniste, coloriste, etc. Les implications de la pensée cézannienne, de l'harmonie générale, sont immenses d'un point de vue pictural, philosophique et humain. Je ne peux pas m'étendre ici, mais j'attire votre attention sur cette question de Cézanne, sous la plume de Gasquet, parmi les plus simples et les plus vertigineuses. Pourquoi divisons-nous le monde ? Textuellement, de Cézanne ou non, c'est assurément la question d'un très harmoniste, à laquelle nous renvoie chaque fois à neuf sa peinture avec une intranquille insistance. Il me semble que nous sommes désormais parvenus au cœur du dialogue entre Martin Heidegger et Paul Cézanne, mais il faut pour finir souligner encore un point à propos de l'harmonie, qui a paru pour le moins hasardeuse à nombre de ses contemporains, quand ils ne dénoncent pas, comme Camille Mauclerc, la laideur, la vulgarité inouïe de ces figures, leur dislocation et leur bariolage forain. Si on peut encore employer le terme d'harmonie chez Cézanne, il faut assurément renoncer au sens classique et penser à partir de la réalisation, c'est-à-dire voir l'incidence réciproque de chaque ton sur tous les autres, ou leur conjonction mutuelle. Au sens littéral, les mots coïncidence ou conjonction, qui traduisent aussi l'allemand Fügung, serait peut-être plus approprié que le trait grec harmonie, avec ce qu'il suppose d'ordre idéal et classique. Il s'agit dans tous les cas d'un ordonnancement d'un genre nouveau, sans uniformité ni totalisation, fait d'obliques surgissant en tous sens, de juxtapositions de touches qui forment ce réseau de vivantes coïncidences colorées qu'est la surface cézannienne. Une liberté nouvelle est à l'œuvre, un libre déploiement de l'image en son autonomie,
Sans doute Heidegger médite-t-il ce libre déploiement à Bibemus, et dans son texte, c'est le mot befugnis qui rend compte des possibles ouverts par cette palpitation chromatique et sans médiation de l'harmonie cézannienne des rapports. Évoquant ce qu'il appelle en un sens très large la métaphysique de Cézanne, ou disons la philosophie de Cézanne, mais il dit ça comme ça, T.J. Clark parle à juste titre de l'effet Cézanne dans un texte intitulé « Phénoménalité et matérialité chez Cézanne ». Je cite T.J. Clark. « Le monde doit être représenté comme possédé par l'œil, voire, mais là il met des guillemets, totalisé par lui, mais toujours sur la base de données explosives, incohérentes ou totalement réfractaires, des données qui parlent de l'impossibilité de la synthèse même, alors qu'elle semble fournir la matière sensuelle, et non pas théorique ou métaphysique, pour celle-ci. » Fin de citation. Monde sans totalisation synthétique, mais monde quand même, entièreté et harmonie stridente, faite d'explosions chromatiques. Il y a bien, comme dit encore T.J. Clark, une autre manière de faire monde chez Cézanne, réfractaire aux ordres antérieurs de la figuration picturale. Pour finir, prenons le temps de regarder Bibemus à notre tour. La carrière de Bibemus, le chef-d'œuvre du musée Folkwang, qui se trouve par bonheur à la fin de l'exposition. C'est plus une orchestration de déséquilibre qu'une composition au sens classique, pour un sujet qui n'est guère plus classique. Vivante ruption au sens littéral du terme, cette surface n'est qu'accidentalité. Mais l'accident au sens premier n'est pas nécessairement funeste. Le mot veut dire que quelque chose tombe sur quelque chose. Ici, tout tombe sur tout simultanément, si bien que tout s'appuie également sur tout. L'accidentalité de cette composition est moins une dislocation, comme disait Mauclerc, rageusement, qu'un très aventureux soutènement pictural, parce qu'à travers ces compressions de masse colorées et ces enchevêtrements hyper risqués de strates plutôt que de plans, à travers les ruptures de failles du dessin que Cézanne révèle sans rien inventer à partir du motif des blocs équarris de la carrière, à travers tout ça, une incandescence palpite, immédiate et indivise, qui fait entrer en présence, à travers un spectre d'une extrême délicatesse, de l'orange pâle au marron rouge, la plus suave harmonie, comme a pu dire aussi Cézanne. Quelle philosophie de la couleur s'affirme ici à travers la symphonie des ocres qu'exaltent les bleus du ciel et que ponctue le vert des pins. Telle est, je crois, la vérité en peinture que Heidegger, parmi d'autres penseurs, de Merleau-Ponty à Maldinet, en passant par Gilles Deleuze, est venu méditer au lieu même de son dévoilement. En regardant ce tableau année après année depuis 30 ans, je me suis souvent dit devant l'organisation très harmoniste de ce dégondage pictural, si cette surface tient bon, notre monde aussi. Elle lui donne son assise et invente l'ajointement inouï de ses possibles. Il nous reste à vivre à sa mesure.